Bonjour à toutes et à tous. Nous allons commencer la table ronde sur le transport exceptionnel. Alors, nos intervenants prennent place. Alors ici, on va parler de spectaculaire, on va parler de hors norme, puisqu'on va parler donc de transport exceptionnel. Ça peut être des pales d'éoliennes, ça peut être des grosses machines industrielles, et même dans votre cas, Sébastien de Segli, des parties du réacteur à fusion nucléaire ITER. On l'imagine, les conséquences d'un sinistre peuvent être démesurées et c'est pourquoi l'organisation de ces convois est une mécanique de précision dont vous êtes les rouages extrêmement pointus. Alors grâce à vous, on va rentrer dans les coulisses de ces opérations à haut risque, donc avec Blanca Claessens, vous êtes fondatrice d'ASA France et ancienne commandante de bord. Marie-Laure Tournebise, je prends dans le mauvais ordre. Sébastien de Segli, directeur opération de la logistique internationale du projet ITER chez Daher. Ensuite, Hervé Kotzmann, vous êtes PDG de TES Europe, un bureau d'études et d'ingénierie spécialisé dans le transport exceptionnel. Et Marie-Laure Tournebise, vous êtes directeur département transport et logistique de Willis Tower Watson France. Alors, juste une chose, il me manque... C'est vous qui l'avez ? Voilà. Excusez-moi. Donc, on voulait vous montrer un petit film. C'est pour vous montrer exactement ce qu'on ne veut pas qu'il arrive sur un transport exceptionnel. Voilà. Voilà ce qui peut se passer. Blanca Claessens, vous êtes la première à intervenir sur ce genre de projet et il paraît que votre rôle, c'est de poser des questions bêtes et éventuellement même de devoir définir ce qu'est la pluie. Qu'est-ce que c'est que ce job étonnant que le vôtre ? Tout d'abord, notre job est en effet d'éviter que ça soit la suite et que nous tous ici, on est embêtés. Et donc, notre intervention commence le plus tôt possible, idéalement, voire 2 ans avant l'opération lui-même, et on est ensemble avec le porteur de projet en tant qu'assistant maître d'ouvrage sur la partie transport et logistique, et non pas pour remplacer tout le monde qui est ici présent, ni le commissionnaire ou le transporteur ou même le bureau d'études, mais justement pour gérer le plus grand risque qui principalement se trouve sur les interfaces des uns des autres. Parce que vous allez le voir tout à l'heure, chacun est très expert ou experte dans son domaine, mais les vrais risques se trouvent sur les suppositions où les contrats s'arrêtent et les autres contrats commencent. Et c'est souvent là où ensuite on peut trouver les risques. Donc l'idée, c'est de transformer en fait les zones grises en critères objectifs. Je donne 2 exemples. Un exemple, c'était un job qu'on a fait pour un grand industriel français au Maroc qui avait conçu un bâtiment dans lequel il fabriquait des modules pour ensuite envoyer en Angleterre. Et ça semblait être des conteneurs. Et donc, quand on intervenait, on disait, très bien, donc des conteneurs, donc on les mettra sur le camion et ensuite dans le bateau, on les arrime comme des conteneurs. Et ils nous disent, oh non, surtout pas. On dit, mais c'est des conteneurs. Et ils disent, non, en fait, c'est des modules. Et donc, à l'intérieur, c'était des petites maisons entièrement équipées avec le placo, avec le miroir, avec la douche. Tout était déjà à l'intérieur pour ensuite être entreposé et créer donc des bâtiments pour des étudiants en Angleterre plus rapidement. Et donc, ce jour-là, on a dû, ensemble avec leur bureau d'études, modifier les modules avant la production pour s'assurer qu'ils soient transportables. Parce que si on n'aurait pas fait ça, dès la première mise sur un camion, on aurait déjà des dégâts. Et une autre histoire, ça c'est celle de la pluie que vous disiez tout à l'heure. Voilà, ça en fait, c'est aussi en Angleterre, c'était un broyeur d'une mine que vous voyez là, donc il fait 700 tonnes et il devait être déplacé, donc c'est pour prendre les rochers. Et donc, comme ils étaient prêts dans cet endroit-là, il fallait déplacer ce broyeur de mine de 700 tonnes sur une pente de 8%, à peu près 4 km plus loin dans la mine.
Donc beaucoup de réunions, énormément de parties présentes, tous ensemble. Et lors d'une de ces réunions, je ne vais jamais l'oublier, ils disent, bon, de toute façon, quand il pleut, on ne fait pas l'opération. Moi, je viens de la Belgique, je connais un peu sur la pluie. Je lève la main, je dis, excusez-moi, mais on est en Angleterre, il pleut tout le temps, donc on ne va jamais faire l'opération. Et donc ce jour-là, on a défini la pluie en disant, est-ce que c'est une bruine, est-ce que c'est des flaques d'eau qui stagnent, qu'est-ce que c'est pour que le jour J, et figurez-vous, le jour J, il a plu. Et donc j'ai pris notre définition, j'ai dit, ouais, ça c'est la pluie, et donc on a arrêté pendant quelques heures avant de pouvoir recommencer. Et en fait, ce qui a aidé, c'est que comme nous, on est une partie impartiale, toutes les autres parties étaient soulagées que ce n'était pas eux qui avaient pris la décision, parce que vous le savez bien, sinon c'est qui a décidé qu'on arrête. Et d'ailleurs, c'est qui va payer les retards. Et donc nous, on peut assumer cette position parce que on est garante pour la pièce en elle-même et non pas pour les contrats. Voilà notre intervention et notre job étonnant. Vous assumez un peu d'être le bad cop. Alors Sébastien de Ségli, vous êtes le chef d'orchestre logistique. Quels sont les défis complexes que vous devez remplir dans ce genre de mission si jamais vous les acceptez ? Alors les défis, bonjour à tous, les défis sont majeurs et sont divers. Il s'agit surtout de comprendre la posture d'abord du commissionnaire de transport et ensuite spécifiquement sur le projet ITER, ce que ça veut dire. Blanca a présenté son métier de maîtrise d'ouvrage et d'expertise, et c'est vrai que ces métiers, comme on le verra plus tard, sont des expertises qui sont complémentaires au métier de commissionnaire en transport. Le commissionnaire en transport, effectivement, va mettre en musique toute une organisation qu'il aura définie et spécifiée. Il va aider les co-contractants, qui seront certainement, dans la plupart du temps, ses sous-traitants ou les sous-traitants du client, c'est aussi possible, de faire appel à ces prestations spécialisées, de pouvoir travailler avec un certain niveau de sérénité, c'est-à-dire qu'on est allé exploiter à fond l'ensemble des éléments prédictibles à mettre au compte de la mitigation du risque, qui est notre attitude philosophale dans la Commission de transport international. Donc c'est vrai que les sujets d'expertise, de balisage d'itinéraire, de suivi, de contraintes, d'études de charges sont pris en compte par un acteur comme Daher dans le cadre du projet ITER et souvent internalisés, mais dans d'autres projets on fait appel effectivement à des sociétés qui présentent ce genre de caractéristiques d'expertise. Le projet international de fusion ITER, lui, réunit l'Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, la Corée du Sud, et la France en est le pays hôte. Donc c'est quelque part une chance, mais c'est aussi un défi majeur en termes de logistique, ne serait-ce que pour la conception de ce projet qui date maintenant, qui a démarré en 2013, et dont Daher est heureux de pouvoir pérenniser le suivi et la co-construction, donc en participation sur chantier depuis cette date. Plusieurs défis à cela, c'est-à-dire ça commence par la création d'un itinéraire, la création d'une infrastructure même portuaire pour pouvoir accueillir des flux multimodaux. On parle beaucoup aujourd'hui sur cette conférence de transport terrestre, mais c'est vrai que le commissionnaire en transport, souvent sur du projet international comme celui-ci... Là on voit Sébastien, le multimodal. Merci. S'adresse effectivement en termes de préparation d'itinéraire à l'ensemble des co-contractants projets qui contribuent chacun, donc ITER international, ITER organisation, leurs agences domestiques en Europe, aux États-Unis, en Chine, au Japon et en Corée du Sud qui sont nos clients, ainsi que leurs fournisseurs industriels dans chacun de ces pays. Donc chacun des pays contribue en nature à ce projet et on transporte des composants parmi les plus grands jamais transportés dans la région, donc dans le sud de la France, à Saint-Paul-les-Durance, près du centre d'énergie atomique de Cadarache. Et qui sont très onéreux, très précieux. Ils ont effectivement, vous avez raison de le souligner, un caractère absolument unique pour la plupart. Donc on a des valeurs qui sont très importantes et je dirais un caractère qui va les rendre indispensables et irremplaçables presque.
si ce n'est en cas de sinistre, impacter le projet sur ces deadlines de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc c'est majeur en termes de défis. Le deuxième défi, en dehors de celui-ci, c'est l'aspect culturel. Blanca l'a évoqué. On est sur un projet international où on a des décideurs et des sous-traitants, des fabricants qui sont souvent avec une culture bien spécifique à eux, et il faut qu'on aille chercher en amont beaucoup d'informations. Donc on a la chance d'être dans une position transversale privilégiée pour les solliciter, mais c'est aussi notre rôle quelque part de conseil, d'animer cette relation entre clients et fournisseurs. C'est souvent pas évident, mais on est obligé de s'immiscer, et quand on peut jouer un peu d'écoute pour orienter les décisions sur ne serait-ce que le design de la pièce en termes de arrimage, levage, c'est décisif pour la suite des opérations et qu'elle se passe sans surprise. Voilà, je crois que vous avez mis à l'écran effectivement quelques éléments. On a dans cette maisonnette, rien d'anodin, c'est un des cœurs du réacteur. Il y a 9 parties de cœur de réacteur de fusion expérimentale pour ceux qui ne connaîtraient que de loin le projet ITER. Donc, peut-être je vais remettre au début. Non, mais voilà. Et on a dû effectivement, pour préparer l'itinéraire, faire des convois tests pour celui-ci 850 tonnes, parce que les routes françaises ne sont pas prévues pour supporter des poids aussi importants. Elles sont souvent basées sur le Charles Leclerc à 120 tonnes maximum. Et donc, effectivement, ça nécessite déjà une appréhension du terrain importante et poussée. Pour les contraintes, hautes contraintes réglementaires importantes et défis majeurs, c'est s'entendre avec les autorités sur un découpage et un séquençage des opérations, puisque on est sur une contrainte spécifique qui sort de la catégorie 3, qui est dans cette zone de flou que Hervé décrira peut-être plus tard. Et effectivement, nous sommes sur des transports pour les composants majeurs qu'on appelle des HEL, des Highly Exceptional Loads, qui sont au-delà des arrêtés de la catégorie numéro 3, transport exceptionnel, qui est définie au 4 mai 2006. Et on a défini 7 sous-catégories qui nous permettent de transporter nos éléments entre 2 et 5 nuits. Donc avec un escadron de gendarmerie et près de 150 personnes pour accompagner le convoi et en assurer la sécurité. Et je ne crois pas que vous l'ayez dit, mais pour avoir une idée, pour ces projets, voilà, ces pièces inédites, combien de temps en amont vous préparez le projet? Ça vous prend combien de temps, tout ça? En général, la base de recul que l'on demande et que l'on essaie d'imposer, c'est 6 à 9 mois. Et quand on peut effectivement avoir un peu plus, comme je disais tout à l'heure, de recul sur la conception et intervenir à 2 ans, c'est très bien, parce que ça permet effectivement de suivre la phase industrielle et de production et de l'influencer. On arrive à travailler aussi également sous pression à 3 mois, puisqu'on n'est pas toujours impliqué dans l'ensemble des décisions. Mais c'est vrai que ça rajoute effectivement beaucoup de stress aux équipes et à la phase design et à la phase planning de l'approche. Alors on va rentrer plus en détail, vous avez interpellé Hervé, on va rentrer plus en détail avec Hervé Kotzmann dans les questions de préparation notamment d'itinéraire et dans les études et l'ingénierie de transport exceptionnel. Vous vous occupez notamment donc d'une matière sensible qu'est l'itinéraire, Hervé Kotzmann. Quels sont vos multiples rôles autour de ça ? Alors, peut-être pour les gens qui sont dans la salle, une petite définition du transport exceptionnel. Le transport exceptionnel se définit comme le transport routier de marchandises ou d'engins qui, soit par leur dimension ou leur poids, dépassent les dimensions du code de la route. Donc en fait, on a la longueur qui est de 16,50 m, ça c'est le maximum qui est autorisé dans le code de la route, 2,50 m pour la largeur. La hauteur n'est pas vraiment un critère mêlé par la force des choses, parce que si vous n'arrivez pas à passer sous un ouvrage, c'est embêtant. Et puis le poids, évidemment, où au-delà de 40 à 44 tonnes, pour faire simple, on se trouve déjà dans le transport exceptionnel. Donc on arrive très très rapidement dans le milieu du transport exceptionnel. Alors, nous on intervient en amont, un peu comme Blanca, dès que l'industriel ou le transporteur connaît les dimensions de sa marchandise. Donc à ce moment-là, ils font appel à nous pour les aider à constituer leur dossier de transport exceptionnel, parce qu'il faut savoir que le transport exceptionnel est extrêmement réglementé par l'arrêté du 4 mai 2006. Et
Et ce sont des procédures qui sont relativement longues et des instructions qui sont très longues. Il y a un volet technique, parce que en fait, le transport exceptionnel est d'abord là, enfin la réglementation est là pour préserver le patrimoine et les infrastructures, donc nos routes ou nos ponts, pour pas qu'ils s'écroulent quand un convoi passe, par exemple. Et donc, on est obligé de donner donc il y a un volet technique avec des informations sur le poids, les distances entre les essieux, les poids par essieu, qui vont permettre aux gestionnaires de voirie derrière de se déterminer si oui ou non on est en capacité de passer sur un ouvrage d'art ou non. Et après, il y a un volet itinéraire qui est évidemment crucial, puisqu'il faut du coup trouver l'itinéraire qui va permettre, en fonction des dimensions et du poids que l'on a, d'arriver à bon port. Alors, il faut savoir que lorsqu'on a un dossier de transport exceptionnel, on va consulter tous les gestionnaires de voirie qui se situent sur l'itinéraire. Donc, tous les départements traversés ont une cellule transport exceptionnel. Et ce service instructeur nous demande ensuite d'aller consulter les gestionnaires de voirie pour leur demander si oui ou non on a l'autorisation de pouvoir passer sur le réseau. Et s'il n'y a qu'un seul gestionnaire qui répond par la négative sur tout l'itinéraire, eh bien vous n'obtenez pas l'autorisation de circuler. Et alors, on a quelques visuels sur l'aménagement, je crois. Oui, alors donc, vous devez faire. Donc, notre rôle est aussi de déterminer la transportabilité avec le transporteur. La semaine dernière, on m'a demandé si on pouvait rouler avec un convoi de 7,50 m de haut et 100 tonnes pour aller du sud vers le nord de la France. Donc là, très clairement, très rapidement, on peut dire aux clients il faut faire du multimodal, parce que par la route, on n'y arrivera pas. Ensuite, on fait également, donc, on va déterminer, en faisant des reconnaissances d'itinéraires, quels sont les aménagements qui sont nécessaires, parce que parfois on peut passer, mais ça nécessite des aménagements. Donc là, vous avez un exemple. Donc ça peut être des plaques de répartition au sol, ça peut être du relevage de câbles, de l'élagage, des panneaux de signalisation à enlever, etc., etc. Et puis la dernière chose, c'est ce que nous faisons chez TES, c'est la mise à disposition d'escortes pour les convois. Ça aussi, c'est régi, donc c'est très réglementé. Et en fonction du poids et des dimensions, vous avez besoin d'escortes de convois. Alors, ça peut aller d'une voiture pilote à 2 voitures pilotes, plus des véhicules de guidage, donc des motos de guidage, plus parfois, quand on fait des contresens, les forces de l'ordre. Par exemple, là, on le voit, Hervé, j'imagine, l'escorte, c'est parce qu'on voit en tout cas là, on voit que ça passe juste. Est-ce que c'est pour ça qu'il y a une escorte ou est-ce que c'est pour d'autres raisons? Oui, alors là, comme vous voyez, sur ce convoi-là, il a fallu faire au préalable une reconnaissance d'itinéraire, parce que là, on passe à quelques centimètres de part et d'autre dans la traversée d'une commune. Donc tout ça a été préparé au préalable. Et ensuite, on a des techniciens qui sillonnent la France pour faire ce genre de reconnaissance d'itinéraire. On fait à peu près 400 reconnaissances d'itinéraire par an, pour vous donner un ordre d'idée. Et donc, c'est des techniciens qui ont tous les instruments de mesure pour vérifier si les convois sont en mesure de passer ou pas, que ce soit en élévation ou en largeur ou en longueur. Oui, parce que finalement, un itinéraire qui semble possible sur une carte ne l'est pas forcément dans la réalité. C'est pour ça que vous faites ces reconnaissances. C'est ça. En fait, la reconnaissance d'itinéraire est même une obligation dans la réglementation. Il faut que le transporteur fasse une reconnaissance d'itinéraire avant de passer. Tout ça pour éviter évidemment les problèmes. Et alors pour les convois les plus volumineux, vous utilisez même la simulation 3D. Alors vous nous avez communiqué un film qu'on va montrer tout de suite. Voilà, il est là. Ah.
Est-ce qu'on peut couper le son éventuellement pour... Voilà. Est-ce que vous pouvez nous commenter ce film, Hervé? Oui, donc là, vous avez vu, c'est un scanner 3D. Donc en fait, on va aller sur place, on va scanner la zone qui est sensible, ou le goulot d'étranglement, où on n'est pas forcément tout à fait sûr de si ça passe ou pas. Et donc une fois qu'on a fait ce scan, on a un nuage de points. On va modéliser le convoi avec son chargement. Et derrière, on va le faire évoluer dans le nuage de points. Donc là, on est vraiment précis au centimètre près. Et ça permet de dérisquer certains itinéraires, parce que parfois, même les meilleurs techniciens ne sont pas en mesure de pouvoir déterminer de leurs yeux si ça fonctionne ou pas. Donc aujourd'hui, ces simulations en 3D sont vraiment une aide très importante pour pouvoir savoir si on passe ou pas. Parce que souvent, quand on a des points singuliers comme ça, on est obligé de faire des détours qui peuvent parfois représenter des kilomètres, et c'est pas neutre dans l'organisation d'un transport. Alors, si tout a bien été bordé par Blanca, Sébastien et Hervé, le travail du courtier, le vôtre, Marie-Laure Tournebise, sera facilité. D'ailleurs, cette préparation minutieuse fait que, globalement, il y a moins de sinistres sur ces convois par rapport à la moyenne. Mais quand il en arrive, évidemment, on en entend beaucoup parler, puisque médiatiquement, c'est impressionnant, c'est médiatique. Marie-Laure Tournebise, comment vous vous inscrivez, vous, dans ce projet complexe? Moi, j'ai pas le moyen d'éviter le sinistre, mais j'ai le moyen de mettre en place les garanties qui vont bien et faire en sorte que dans la mémoire du client, on se souvienne effectivement de l'accident, mais pas de la phase d'indemnisation. Donc moi, j'ai effectivement besoin de l'aide de tous mes confrères ici pour mettre en place les garanties adaptées. Donc dans ce type d'opération, on a deux types d'acteurs et donc deux types de garanties à mettre en place. Une police de responsabilité civile pour couvrir le commissionnaire et le transporteur, puisque les deux acteurs vont agir et ça peut être deux acteurs différents. Et puis une police qui va couvrir une police tout risque, qui va couvrir les dommages causés à la marchandise qui est déplacée grâce à l'intervention de Blanca, de Sébastien, surtout Sébastien, et de Hervé. Donc les garanties RC, elles sont mises en place de façon annuelle pour le commissionnaire, pour le transporteur, et visent les dommages causés à la marchandise de par la responsabilité du transporteur. Alors que les autres polices dites de dommages, on appelle ça souvent des project cargo, elles sont mises en place pour le compte de l'assuré, donc de l'ayant droit sur les marchandises, qui lui veut bénéficier d'une garantie dommage. Et pour mettre en place ces garanties, évidemment, j'interviens après coup, mais j'ai besoin de l'analyse faite par Blanca, de l'analyse faite par Sébastien et de l'analyse faite par Hervé. Le plus on donne d'informations à un assureur, évidemment en amont et pas à la dernière minute, surtout sur ce type de projet, au mieux les garanties sont bordées, au mieux l'assureur a pu analyser le risque auquel il va s'exposer. Et évidemment, ça a une influence sur le prix, bien entendu. Et au moment même du transport, au chargement et au déchargement, l'assureur est présent via un expert. Qu'est-ce que cela implique en termes de délai et pourquoi sa présence, elle est importante ? Alors l'expert, pour le coup, des dommages aux marchandises pendant le transport, va effectivement prévoir des critères de déclenchement d'une expertise. Ces critères sont même qualifiés dits de warranties, puisque au regard des critères de dimension, de poids, de valeur du convoi, il va exiger d'être présent à cette expertise. À défaut de présence, les garanties peuvent s'arrêter, tout simplement. Donc c'est vraiment dans l'intérêt de tous que cette expertise ait lieu. L'expertise, elle a pour but d'envoyer un expert qui, alors je vais revenir après sur qui est l'expert, mais cet expert va surveiller les opérations de chargement, voire même de déchargement. Donc il est là pour vérifier que les moyens de levage, de manutention sont adaptés au convoi, mais raison aussi pour laquelle il a besoin d'avoir eu connaissance bien avant l'intervention de toutes les analyses qui ont pu être faites préalablement par les bureaux d'études, par les experts comme Blanca et aussi par tout ce qui a été prévu par le commissionnaire de transport. Donc cet expert intervient, mais pour qu'il puisse intervenir, encore faut-il qu'il soit au courant de la date et du lieu précis de l'opération de chargement. Donc il ne faut pas appeler la veille pour le lendemain et au fait l'expertise c'est demain.
Pourquoi ? Parce qu'il faut évidemment trouver le bon expert, même si les choses ont pu être anticipées par l'assureur en disant pour cette expédition-là, ça serait plutôt toi ou toi. Mais les calendriers sont remplis, donc il vaut mieux le prévoir en avance. Et il faut aussi obtenir des autorisations, notamment lorsqu'on va sur des zones portuaires. Pour faire du post-acheminement ou du pré-acheminement, on a besoin d'avoir les autorisations pour que l'expert soit à même de pouvoir surveiller. Il m'est arrivé une fois où l'expert s'est rendu sur place et il m'a dit bah non, j'ai pas pu entrer. Bon, dommage. Donc ça s'anticipe aussi. Et concrètement, qu'est-ce qu'il fait l'expert? Parce que vous avez, je crois, des anecdotes là-dessus où en fait il peut tout arrêter éventuellement, c'est ça? Ouais, le plus simple. Comme je disais tout à l'heure, il va vérifier que les ailingues sont dans une capacité suffisante pour porter l'objet à charger, à lever. Il m'est arrivé une fois où sur un yacht qui devait être chargé sur un navire, donc en pontée, il n'y avait pas eu d'expertise. Donc l'assureur avait dit ok, j'assure, et puis on n'avait pas envoyé d'expert. Bon, on aurait dû. Erreur. Grosse erreur. Parce que les élingues et les câbles, les sangles n'étaient pas suffisamment puissantes. Du coup, tout a lâché. Donc le bateau n'est jamais parti. Voilà ce qui peut arriver. Vous êtes donc des super planificateurs, hein, on l'a compris, mais évidemment, il y a le plan idéal et puis le jour J, il y a les imprévus. Quels sont les aléas qui peuvent malgré tout survenir au dernier moment en dépit de toute cette organisation et comment vous réussissez à improviser pour les gérer? Alors Blanca Claessens en premier. Je dirais que c'est rarement un très grand changement sur lequel on trouve les risques. C'est pas quand on dit bon on va utiliser une grue de 500 tonnes et puis on arrive avec une de 200 tonnes. Mais ça se trouve plutôt dans le petit détail en fait. C'est de se dire des modifications qui ont été imprévues. Ça nous est arrivé qu'ils font des plans et donc on pense que la pièce elle est pleine. Et une fois arrivé sur site, si on regarde en dessous, c'est vide et c'est que mis sur 2 pieds. Pour le transporteur, ça change tout. Il ne peut plus le mettre sur sa remorque. Et donc après, il faut prendre une décision. Ça peut être une grue qui tombe en panne, tout simplement, ou des différences. Parce qu'un projet, et c'est ça aussi qui le rend passionnant, on peut préparer ce qu'on veut, il ne se fait jamais exactement comme ce qu'on a prévu. Mais ça, c'est par les modifications. Après, ce qui a été autant important, voire plus important, en fait, c'est le facteur humain. Parce que 80% des accidents aujourd'hui sont dus à une erreur humaine, tout comme dans l'aviation, que je connais bien. Et donc, on travaille souvent par habitude. Moi, j'ai vu des cas où le transporteur suivait le guideur qui avait par habitude de prendre à gauche, sauf que il avait une pièce qui était beaucoup plus grande et il a pris à gauche, mais c'était à droite et ils ont tapé le pont. Et le chauffeur, il a suivi tout bêtement le convoi. Donc après, ça peut être aussi la fatigue ou la pression. J'ai vu aussi des cas où ils voient l'orage arriver, ils disent vite, pose-le parce que sinon on va rater les créneaux. C'est là où vraiment c'est important d'être encore plus vigilant, d'identifier ces moments et de s'assurer que on est tous à notre garde. Dans l'aviation, la précipitation, c'est jamais une bonne idée dans votre travail, dans votre métier. Oui, précipitation, c'est pas bon et tout ça, on peut le prévenir en anticipant. Par exemple, dans un avion, les pilotes, quand on atterrit, on ne pense jamais à l'atterrissage, on pense toujours « et si celui devant moi s'écrase sur la piste ?» Où est-ce qu'on va? Est-ce qu'on tourne à gauche ou à droite? À gauche, parce qu'à droite, il y a la montagne. Est-ce qu'on a encore suffisamment de carburant pour revenir? Et donc, vous avez le coup d'avance. Oui, c'est ça, et c'est ça qui fait en sorte que quand on se pose la question, si on lève, est-ce qu'on peut reposer au même endroit? Si je mets sur ce camion et il est pour X raison bloqué, est-ce qu'on a un point de refuge? La clé ne se réside pas dans l'exécution, elle se réside justement dans toutes les imprévus qu'on peut penser. Et pour ça, il faut une équipe. Et ça, c'est un dernier point qu'on essaye de faire très très en amont avec tout le monde. C'est
créer une équipe, parce qu'au final, on est tous là pour la même raison. Si ce n'était pas parce que cette cargaison devait aller d'un point A à un point B, on n'avait pas besoin d'assureurs, ni de courtiers, ni de clients, ni de commissionnaires, ni d'experts, ni de personnes. Donc au final, on est déjà réunis autour d'une même but. Donc autant faire en sorte qu'on le sent aussi comme ça, et pas « non, mais ça c'est à lui de gérer ». Ah non, mais moi dans mon contrat, moi je ne dois pas gérer ça. Et donc, si on a créé une équipe, là, on peut résoudre les problèmes ensemble. Et ça, c'est une autre chose que j'ai appris, au lieu d'essayer de chercher les responsables et qui va payer, parce qu'avec ça, on perd surtout beaucoup de temps. Et si on imagine, par exemple, sur un projet dans le nucléaire, quand on a une journée d'arrêt d'un réacteur, on parle quand même de plusieurs millions d'euros par jour. On n'a pas de temps à perdre. Et donc, c'est une des raisons pour laquelle dans un poste, dans un cockpit, on est deux. Parce qu'on sait pertinemment que chaque décision qui est prise, on la prend, elle est meilleure quand on la prend ensemble que quand on la prend tout seul. C'est très bien dit. Et vous, Sébastien de Segli, quels sont les aléas auxquels vous êtes confrontés, et est-ce qu'on peut en fait avoir de l'agilité quand on gère des projets aussi titanesques que les vôtres? Et je répondrai par d'abord un premier commentaire sur ce qu'a positionné effectivement Blanca en parlant d'impondérables, météo et autres. Et surtout, ce qui m'a frappé, c'est cet aspect de faire équipe. Et ce schéma de faire équipe, on le retrouve dans nos routines. Donc on essaie d'anticiper au maximum, mais malgré les method statements, tous les calculs d'ingénierie qui ont été peaufinés, travaillés, validés, surtout quand on a un projet comme ITER, validé par l'autorité de sûreté nucléaire. On fait des plans de prévention importants, parfois des liasses documentaires importantes de dessins techniques, de calcul de charge, de calcul d'arrimage, de notes, de levage. Et il y a une analyse quand même assez poussée sur la coordination de l'ensemble des éléments. Un aléa, on essaie de le prévenir par une communication renforcée autour de l'équipe et autour de routines qui vont être vraiment très transversales. On n'est pas manager des gendarmes, on n'est pas manager de notre client, on n'est pas manager des équipes de nos sous-traitants. Mais en tant que commissionnaire en transport, on essaie de s'y substituer en animant par des routines, par ce qu'on appelle des toolbox meetings, pour utiliser un anglicisme, donc des réunions de préparation, tout simplement, où on se met vraiment, très très basiquement, tous en rond, et on partage les points clés de ce qui a pu arriver. Donc effectivement, quand on se trouve face à un aléa comme de la neige, de la pluie, du verglas, ça pèse sur la fatigue des chauffeurs et des encadrants autour d'un convoi. Ça peut être les forces de l'ordre, ça peut être les véhicules jaunes d'assistance, ça peut être les chauffeurs eux-mêmes qui ont des sacrées responsabilités dans les mains. Quand ils transportent des convois qui font 870 tonnes sur la voie publique et qui mesurent bulle incluse du convoi près de 200 mètres de long, effectivement ça va lentement, mais il faut que ça aille sûrement. Et le moindre dévers peut vous surprendre. Donc c'est des nuits qui peuvent paraître courtes, mais pour gérer cet aléa, on utilise aussi des tampons. On les prévoit, c'est notre rôle, on essaie de les imposer, et le séquencement de nos transports, là je parle vraiment des transports terrestres, doit être étudié pour qu'on ait un peu de marge de manœuvre. Parce qu'à 6 h du matin, quand on roule de nuit et qu'on commence le convoi à 22 h, pour ne pas gêner la circulation, nous devons restituer le domaine public en parfait état. C'est-à-dire que vous ne devez pas vous rendre compte, même si vous suivez le convoi, pas à pas derrière, que tel panneau de direction a été déplacé, que tel arbre avait été élagué, que tel feu rouge avait été démonté, que telle ligne téléphonique ou câble a été positionnée, ou que l'abribus même a été démonté pour qu'on puisse passer. Voilà, sur des convois qui peuvent prendre donc 2 voies plus les trottoirs, c'est vrai que ça paraît difficile à visualiser, mais c'est effectivement fantastique. Et ces tampons nous aident à parer ces temps de conduite un peu ralentis ou les difficultés qu'on peut rencontrer le long du chemin. Merci.
Oui, c'est intéressant. Finalement, on s'octroie de la marge pour être plus robuste. Hein. C'est cette notion de robustesse dont on parle aujourd'hui, finalement, où on est moins dans la performance à la minute et plus dans la robustesse pour pouvoir tenir quand il y a des aléas. Hervé Kotzmann, vous allez aussi nous parler des aléas, de vos aléas que vous pouvez rencontrer. Est-ce que vous avez aussi à improviser? Et si c'est le cas, comment vous faites? Alors, on n'aime pas trop improviser dans le convoi exceptionnel, mais par la force des choses, on est quand même obligé de le faire. Comme l'ont dit mes collègues, effectivement, tout est dans la préparation. C'est extrêmement important que tout soit prévu à l'avance, que ce soit les autorisations, évidemment, les reconnaissances d'itinéraires qui sont capitales, les aménagements qui doivent être préparés à l'avance. Nous, on escorte entre 50 et 100 convois exceptionnels par semaine. Donc parfois, mes nuits sont pas forcément tranquilles, mais on essaie quand même, dans la mesure du possible, de prévoir tout à l'avance. On fait des roadbooks où on va expliquer où on va faire les zones de manœuvre quand elles sont nécessaires, où on va faire les zones de pause. Où est-ce qu'on rencontre des patrouilleurs d'autoroute parce qu'il faut qu'on prenne une section d'autoroute, où est-ce qu'on a des escortes de forces de l'ordre qui vont nous aider à passer à contresens dans un village par exemple. Donc oui, alors la réglementation, comme je vous le disais, impose la reconnaissance d'itinéraire 48 heures à l'avance. Hélas, ce n'est pas souvent fait. Je dois quand même bien le reconnaître. C'est de la responsabilité du transporteur, mais souvent, pour des raisons économiques, ce n'est pas fait. Alors pour les gros convois, évidemment, on fait systématiquement des reconnaissances d'itinéraire, sinon on aurait des difficultés pour passer. Et puis il y a une autre chose qui permet aussi d'éviter ces aléas, c'est qu'on fait des avis de passage 48 heures à 72 heures avant le passage du convoi aux gestionnaires, qui à ce moment-là peuvent se positionner et nous dire « attention ». Là, on a des travaux qui n'étaient pas forcément prévus d'ailleurs, avec basculement de chaussée. Et dans ces cas-là, on stoppe le départ et soit on essaye à court terme de trouver un itinéraire de déviation, soit on essaie de négocier aussi parfois le passage dans les travaux. Ça nous arrive aussi en négociant avec l'exploitant. Donc voilà, tous les cas de figure se présentent évidemment. Et puis il y a un autre aléa, à part les travaux qui sont organisés au dernier moment, c'est aussi les usagers de la route. Parce que, bon, je pense que vous êtes déjà retrouvés derrière un convoi exceptionnel. 5 minutes, ça peut être intéressant, mais quand ça dure une demi-heure ou une heure, on s'impatiente assez rapidement, n'est-ce pas? Et du coup, on a certains usagers qui peuvent être amenés, excédés à ne pas suivre nos injonctions, notamment quand les voitures pilotes ou les véhicules de guidage leur demandent de se ranger. Parce qu'un convoi exceptionnel n'a pas de priorité de passage comme des pompiers ou comme les ambulances, mais une facilité de passage. C'est-à-dire que quand un convoi se présente, vous êtes censé vous ranger. Mais parfois, ça se passe pas tout à fait comme ça. Donc on est obligé aussi de faire preuve de pédagogie et de faire en sorte que les choses se passent bien pour éviter évidemment les accidents. Et alors, vous avez parlé des gestionnaires, mais alors ce qui est piégeux, c'est que, sinon ce serait pas drôle, les gestionnaires sous-traitent. Oui. Vous avez aussi cette difficulté-là? Oui, parfois. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de gestionnaires, les conseils départementaux, qui sous-traitent leurs travaux de voirie à des sociétés et n'ont pas forcément une visibilité à 100% sur leur calendrier de travaux. Ce qui fait que même si vous les avez interrogés 48 heures après, ils vont dire oui, c'est bon, il n'y a pas de travaux. Et puis, manque de peau, 48 heures après, vous vous retrouvez avec un basculement de chaussée. Et là, oui, le gestionnaire dit ah oui, c'est vrai qu'on avait sous-traité cette partie-là à quelqu'un, et puis ils ont été obligés de l'organiser au débeauté. Ils sont pas aussi bien organisés que vous, donc l'info est pas passée, quoi. Alors je n'irai pas jusqu'à là, mais en tout cas c'est parfois compliqué effectivement de pouvoir tout prévoir.
Et dans ces cas-là, bon, on essaye, quand bien que mal, à quand même essayer de passer dans la zone de travaux quand c'est possible. Alors, Marie-Laure Tournebise, qu'est-ce qui se passe quand l'aléa se transforme en sinistre? Comment on établit les responsabilités respectives dans ces projets complexes? Le premier réflexe ne doit pas être de rechercher la responsabilité, mais effectivement d'envoyer pour le coup un autre expert lié pour la gestion des sinistres pour constater les dommages, essayer de les évaluer, de sorte que l'assureur dommage, donc celui qui va indemniser les dommages à la marchandise, puisse indemniser. Et dans un second temps, lorsque cette indemnisation aura lieu, il va aller rechercher les responsabilités et il va donc en premier lieu se tourner vers le transporteur qui a un régime de responsabilité bien spécifique puisqu'il est présumé responsable des dommages causés à la marchandise. Donc l'expert va aussi aider à déterminer à quel moment et pour quelles raisons le sinistre est survenu et donc orienter ses recherches vers qui finalement est responsable de ce dommage. C'est là aussi où l'expert de l'assureur, celui qui intervient au moment du chargement, déchargement, est aussi intéressant puisqu'il va lui faire en sorte que le sinistre ne survienne pas en surveillant ses opérations de chargement, en vérifiant que tout ce qui était prévu est bien appliqué conformément à ce qui était prévu et éviter ce sinistre. Mais lorsqu'il a lieu, le plus important en fait c'est d'évaluer les dommages et ensuite aller rechercher les responsabilités. Donc la responsabilité elle varie en fonction du régime juridique qui est applicable. Donc selon le contrat type en droit français, le contrat type transport exceptionnel, les opérations de chargement qui sont les plus importantes en tout cas au début sont de la responsabilité du chargeur, comme son nom l'indique, donc du donneur d'ordre, de celui qui veut que la marchandise soit chargée à bord du moyen de transport. Ensuite, lorsque l'expédition part, là, celui qui est présumé responsable, c'est le transporteur. Donc tout le jeu va consister à savoir à quel moment le sinistre est survenu et qui était responsable. Et les experts jouent un grand rôle là-dedans. Mais le transporteur, je crois, peut aussi éventuellement prouver si ça a été mal chargé, arrimé, oui. C'est ça? Il a la possibilité de se dégager de sa responsabilité, voilà. Mais comme on est en présomption, il y a renversement de la charge de la preuve, donc c'est à lui d'apporter la preuve, soit qu'il avait pris des réserves pour dire attention, c'est pas conforme, il y a des dommages, voilà, il y a des dommages apparents et donc je prends des réserves parce que l'arrimage n'est pas fait correctement ou là il y a déjà un petit pet parce que l'emballage est défectueux, donc il le note pour préserver sa responsabilité. Et puis il peut aussi se dégager de sa responsabilité tout simplement il intervient pour le compte du donneur d'ordre. Donc au moment du levage, de l'arrimage, ça ne sera pas sa responsabilité prise. Mais les réserves sont importantes. Contrairement du coup avec ce qu'on a vu ce matin avec les armateurs qui eux n'ont pas cette... Ah oui, rien à voir avec la varicose. Ça serait pas mal. Oui. À la fin, comment faire en sorte que la pression du délai, parce que vous y êtes soumis aussi, ne prenne pas le dessus sur la sécurité? Autrement dit, la clé de la réussite d'un transport exceptionnel, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous diriez, Blanca? J'ai une mauvaise nouvelle, il n'y a pas de clé. Ça, c'est du travail sans fin. Donc, ça commence par une préparation très minutieuse. On l'a déjà dit, et c'est pas uniquement dans l'exécution, mais surtout sur toutes les questions qu'on peut se poser, le ici dont je parlais tout à l'heure. Après, c'est cette fameuse équipe. Je pense que quand on se réunit et on rappelle qu'on est tous là pour la même cause, en dehors des contrats que déjà ça apaise, et que quand il faut se poser une question, quand on a un problème, qu'on pose la question qu'est-ce qu'on doit faire maintenant et non pas qui en est responsable. Et après c'est une vigilance partagée et ça c'est pas facile parce qu'on est quand même tous des humains et d'être consciente de soi ça prend des années. D'ailleurs, dans l'aviation, tous les ans, pendant 2 jours, tout le monde a une formation pour apprendre à être consciente de soi. C'est-à-dire que là, on s'endorme tous. Je pense que c'est pas parce que c'est pas si intéressant, mais parce que il est 4 heures. Et c'est non pas parce qu'on a bien mangé, mais parce que notre corps
a envie de baisser sa température et donc on a envie tous dormir. C'est juste logique. C'est notre humain. Et donc, ça veut dire que il faut être déjà consciente de soi, qu'aujourd'hui, il est 4 heures, que là, si je vais descendre tout à l'heure des escaliers, que je dois faire plus attention qu'il y a 2 heures parce que je serai plus fatiguée. Et pour finir, je dirais que je vois malheureusement trop souvent qu'on n'a jamais assez de temps ni d'argent pour faire les choses correctement en amont et qu'après un sinistre, on trouve toujours plein de temps pour réparer et discuter des responsabilités. Sébastien, qu'est-ce que vous diriez, vous, comment résister à la pression et quelles sont les clés de la réussite de ces projets ? Vaste question, en effet. Comment résister à la pression et surtout, comment prendre de la distance. Résister à la pression, la vivre intensément, elle est nécessaire puisqu'on s'adapte à des contraintes budgétaires. On est tous challengés par nos clients à tous les niveaux et tout le monde dans la salle, je le suppose. On cherche des solutions techniques, on cherche une valeur ajoutée pour notre offre et je crois que pour se prémunir de cette pression, il faut savoir aussi être force de proposition et proposer des offres qui soient raisonnables également à nos clients pour leur donner le sentiment de co-responsabilité. C'est-à-dire que on va avoir des phases dans la construction du projet où on va se dire il faut absolument foncer, on est sur le chemin critique, il faut qu'on livre absolument, mais le temps qui nous paraît imparti nous semble très court. Donc il est nécessaire de faire cet exercice, de simuler et de montrer qu'on a des difficultés à réaliser et à livrer. C'est pourquoi il faut toujours remettre pour moi la sécurité des biens et des personnes au sein et au cœur de l'argumentaire et de l'explication qu'on va faire. Et nous, effectivement, dans le nucléaire et par ailleurs dans notre projet, c'est applicable partout, dans tous les secteurs. D'abord la sécurité, safety first, c'est vraiment très très important. Et de montrer qu'on fait prendre des risques aux gens, de montrer qu'il y a des humains derrière et qu'on fait prendre des risques à une marchandise parce qu'il peut y avoir une négligence humaine justement due à cette trop forte pression. Donc important d'arriver à mesurer cela et à prendre de la distance avec ça. Et Hervé Kotzmann, votre vision sur cette question des délais, je crois que vous vouliez juste en quelques mots commenter ce visuel et conclure, et après ce sera Marie-Laure. Oui, je vais essayer de faire simple. Alors, en France, en fait, on a 2 catégories d'autorisation. On a les autorisations sur réseau. Alors, historiquement, on avait 2 réseaux, première et deuxième catégorie, qui vont jusqu'à 48 tonnes globalement. Et depuis quelques années, avec le choc de simplification, le législateur a introduit 3 nouveaux réseaux, 72, 94 et 120 tonnes. Donc là, vous avez à gauche, je dirais, tous les réseaux agglomérés. Et à droite, vous avez le réseau 120 tonnes. Alors pourquoi je prends l'exemple du réseau 120 tonnes ? Parce qu'aujourd'hui, les transporteurs ont tendance à utiliser de plus en plus les autorisations sur réseau pour 2 raisons très simples. D'une part, il y a moins de consultations de gestionnaires parce que ce sont des réseaux qui ont déjà été négociés avec tous les gestionnaires. Et d'autre part, ils sont assez rapides à obtenir. Et aujourd'hui, quand on dit rapidité, évidemment, ça fait toute la différence. Le problème, c'est que si on prend ce réseau à droite, qui est donc le réseau du 120 tonnes, ces réseaux ont un gros inconvénient, c'est qu'il n'y a pas de continuité. Donc là, si vous voulez faire par exemple un trajet du nord au sud, vous vous rendez compte qu'à un moment ou un autre, vous n'allez pas respecter la réglementation. Et donc il y en a qui prennent le risque. Et ça c'est quand même un gros problème aujourd'hui. Il y a beaucoup de transporteurs qui justement, parce qu'ils sont soumis à la pression du délai par leurs clients, acceptent de prendre des risques avec leur chargement en utilisant ces réseaux. Alors que pour ce type de convoi,
il faudrait faire des autorisations sur itinéraire précis. C'est-à-dire que l'itinéraire est couvert de A à Z. Et là, il n'y a plus aucun problème. Sauf que, pour avoir ces autorisations-là, il faut consulter tous les gestionnaires. Une soumission à un gestionnaire, c'est 300 €. Vous multipliez ça par une vingtaine de gestionnaires, vous êtes tout de suite à 3 000 à 4 000 €. Donc forcément, vous allez être moins compétitif que le petit camarade qui a proposé un itinéraire sur réseau. Et puis en plus de ça, le délai d'instruction est beaucoup plus long. Donc effectivement, aujourd'hui, si j'ai quelque chose à ajouter, comme je m'adresse à des assureurs, c'est que les chargeurs ont une responsabilité aussi lorsqu'ils confient leurs pièces à des transporteurs. L'autorisation est effectivement la responsabilité, l'autorisation de circuler est la responsabilité du transporteur, mais le chargeur ne peut pas se laver les mains et dire c'est la responsabilité du transporteur. Il faut également que lui ait une vigilance, une responsabilité de vigilance, si je peux la caractériser ainsi, pour que ces transports ne contreviennent pas à la réglementation. Et Marie-Laure, pour finir, les clés de la réussite en quelques mots. La rédaction de la police. Il faut être précis, éviter toute interprétation, notamment sur la base d'indemnisation. Et qu'est-ce qu'on couvre dans le volet de garantie que je n'ai pas cité, qui est ce qu'on appelle la perte d'exploitation anticipée, puisque tous ces éléments ont vocation à être intégrés dans une usine ou autre qui va générer du chiffre d'affaires. Donc l'anticipation et la préparation, voilà, on l'aura retenu. Merci beaucoup à vous, c'était passionnant. Je vais rendre la scène à Cécile Desjardins pour une table ronde sur les incoterms. Merci beaucoup.